Parmi toutes les sagas de science-fiction, Dune et ses suites tiennent une place à part. En lançant d'autres séries aussi riches que Game of Thrones, Dune se suffit à lui-même, développant une série d'histoires s'attachant au fil des suites à différents héros humains tout en s'évertuant à garder au centre du débat le seul vrai point central de ce cycle, la planète Arrakis, appelée aussi Dune. L'auteur Franklin Patrick Herbert Jr., devenu Frank Herbert, est né le 8 octobre 1920 à Tacoma, dans l'État de Washington. À 18 ans, il fuit l'environnement familial assez pauvre, puis végète un peu sans réelle perspective. Avec sa jeune épouse, il finit par s'établir en Californie, où il se lie d'amitié avec un couple de psychologues qui lui font découvrir Freud, Jung, Heidegger et la philosophie bouddhiste zen. Parallèlement, pendant 10 ans, il va lire ce qui se fait de mieux en science-fiction, les meilleurs auteurs, Poul Anderson, Jack Vance, Heinlein, ou encore, bien sûr, H.G. Wells. En 1959, il commence ses recherches en vue d'écrire une grande saga. Celles-ci vont durer 6 ans, 6 longues années. Au départ, son œuvre apparaît en 2 parties, Le Monde de Dune en 1963 et Le Prophète de Dune en 1965. Disons que, pour faire court, le premier roman, Dune, nous fait suivre la destinée de Paul, héritier de la maison des Atreides, qui vient d'être détruite par son ennemi de toujours, le baron Harkonnen. Une destruction vue d'un bon œil par l'empereur Shaddam IV, qui a pris ombrage de la popularité des Atreides. Tout le roman se passe sur la planète Arrakis, appelée Dune, qui servait à être à la fois le lieu de l'intrigue, mais aussi l'enjeu de l'intrigue. Venons-en au résumé lui-même. Une première partie assez courte va respecter les règles des meilleurs romans, à savoir l'exposition. Exposition de l'intrigue et exposition des personnages. L'auteur nous entraîne sur différentes planètes afin de faire connaissance avec les différents protagonistes. Nous avons la planète Océan, Caladan, sur laquelle règne la famille Atreides, dirigée par le duc Leto et sa concubine royale Jessica. Ils ont eu un fils, Paul, adolescent qui arrive à l'âge adulte. Les Atreides s'enorgueillissent de descendre des Atrées, la fameuse famille d'Agamemnon. Nous découvrons cette famille au moment où elle achève ses préparatifs de départ. En effet, le duc Leto a obtenu de l'empereur la charge de diriger la planète Arrakis. C'est un honneur tout à la fois mortel et prestigieux, car Arrakis est la seule planète à produire l'épice, une substance aux propriétés diverses. Parmi ces propriétés, la possibilité donnée aux grands navigateurs de procéder aux voyages intersidéraux. Sans épices, plus de voyages. Sans voyage, c'est la fin d'un empire qui ne peut plus diriger toutes les galaxies connues. Au même moment, nous découvrons aussi Geidi Prime. Geidi Prime, c'est la sombre planète du terrifiant et obscène baron Harkonnen. Celui-ci rumine sa rage, car il était le précédent régisseur d'Arrakis, ce qui lui permettait de trafiquer abondamment et de s'enrichir. Comble de l'ironie, l'empereur lui a enlevé Arrakis pour la confier à l'homme qu'il déteste le plus au monde, le duc Leto Atreides. Cette situation est intolérable et ne peut appeler qu'une chose, la vengeance. D'une manière ou d'une autre, Leto doit mourir et la maison Atreides doit disparaître dans les sables d'Arrakis. On finit cette exposition en découvrant le palais impérial de Padishah Shaddam IV, l'homme qui règne sur toutes les galaxies connues. Il est conseillé par une Bene Gesserit, c'est une sorte de grande prêtresse d'un ordre exclusivement féminin qui dirige en soi l'humanité par des intrigues et des manipulations dans un but qui lui est propre. Tous deux reçoivent la visite d'un représentant de la guilde spatiale, cette guilde de navigateurs si importante, sans qui les voyages intersidéraux n'existeraient pas. Et là, on découvre la crise politique visant à enlever Arrakis aux Harkonnen pour la donner aux Atreides. Mais on découvre aussi que cette crise est un piège de l'empereur,
une manœuvre pour détruire les populaires Atréides en se servant de leurs plus grands ennemis, les Harkonnen. On découvre aussi que Jessica, la concubine de Leto, est une ancienne Bene Gesserite et qu'elle a désobéi à son ordre en donnant un fils à son amant. C'est ainsi que se finit cette première partie. C'est la plus riche, la plus dense, la plus courte aussi. La seconde partie, beaucoup plus vaste, va aussi être la plus simple à suivre parce qu'elle peut se résumer ainsi. Sur Arrakis, le complot impérial a réussi, le duc Leto était, la maison Atréide détruite, et l'on va suivre les tribulations de Jessica et de son fils Paul. On va les suivre à travers toutes les sombres richesses méconnues de Dune. Et parallèlement à ces aventures, on découvre que le monde de Dune est d'une richesse importante et considérable. On fait ainsi connaissance des Fremen, les vrais habitants, les autochtones. Ils sont en rébellion ouverte contre les Harkonnen. On découvre le terrifiant ver des sables. C'est de fantastiques léviathans naviguant sous les sables et engloutissant tout ce qui s'aventure dans le désert. Jessica apprend qu'elle est enceinte de son regretté époux, le duc Leto, et Paul, lui, quant à lui, découvre tout à la fois l'amour avec Shani, une autochtone, une Fremen, mais aussi qu'il est destiné à finir à la tête de ces Fremen, et que cette destinée pourrait être plus grande que de restaurer sa maison. Au fil des pages, les événements se précipitent. Jessica a un enfant, Alia, dont les sens ont été tellement exacerbés par l'épice que les sœurs du Bene Gesserit verront en elle une abomination. Paul, lui, devient peu à peu le chef des Fremen et va finir par abattre la maison Harkonnen et l'empereur lui-même. Même s'il ne prend pas le titre d'empereur, il épouse la fille de Shaddam, mais en signifiant qu'il ne consommera jamais cette union. Sa véritable compagne est Shani. Il devient Muad'Dib, le Messie, ou le prophète de Dune, et on devine aisément que ses aventures sont loin d'être terminées. En guise d'adaptation maintenant, c'est une œuvre, on le voit, Dune est une œuvre littéraire majeure. Elle ne pouvait pas ne pas être adaptée au cinéma. Pourtant, bizarrement, toutes les tentatives vont se révéler être des échecs ou des semi-succès. Ainsi, en 1971, un projet financé par une boîte française posera les bases d'une adaptation cinématographique. On y croise les noms aussi prestigieux que David Carradine ou, eh oui, Salvatore Dali. Parmi les plus connus de ces adaptations, il y a le célèbre film de David Lynch, le mieux réussi. Celui-ci d'ailleurs va décliner, pour faire ce film Dune, il décline la proposition de réaliser Le Retour du Jedi. Ce film s'avère être un excellent film. À défaut d'être fidèle à 100%, il a su capter l'essence du roman. Pour faire plus près de nous, en 2000 et en 2008, des mini-séries sont produites sans parvenir à sortir de la confidentialité. Pour finir, l'année 2020, qui commence, devrait voir aboutir un projet réunissant 2 films qui réuniront l'histoire de Dune et de Dune, comment dirais-je, du premier roman de Dune. On y prononce et on y murmure les noms de Charlotte Rampling et de Jason Momoa. Comme on le voit, Dune est une œuvre complète, étouffante, et il est permis d'en avoir plusieurs niveaux de lecture. Le modeste résumé que je viens de faire ne met pas en valeur tout son aspect philosophique. Dune va vous murmurer des vérités, vous révèle des parties cachées de votre personnalité. Et à un moment ou à un autre, vous entendez le duc Leto qui s'adresse à vous et dit « Le dormeur doit se réveiller ».